Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous savez, notre podcast a pour but de définir des termes dont vous entendez souvent parler, mais vous n'avez pas forcément connaissance de ce qu'ils veulent dire. On essaye de traiter des sujets vraiment divers et variés qui vont du sport, politique, sociologie. Et Thierry m'a proposé hier, en tout cas avant l'enregistrement, un thème qui me tient à cœur, mais pour lequel j'avais pas vraiment d'idée de comment pouvait fonctionner. Et donc, au fait, c'est quoi Thierry, le groupe sanguin et le don du sang? C'est important de donner. Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, pour ce sujet, effectivement, on va commencer d'abord par le don du sang et après je vais enchaîner sur les groupes sanguins parce qu'il y a une certaine logique. En sachant que je t'ai proposé ce sujet simplement parce que j'ai voulu donner mon sang il y a quelques semaines de ça. Malheureusement, j'ai pas pu. J'y reviendrai d'ailleurs sur comment ça s'est passé. D'accord? Et je me suis dit, un peu comme tu disais dans l'introduction, on parle souvent du don du sang, mais je ne suis pas convaincu qu'on sache exactement dans quel but donner son sang, ni même comment ça se déroule, etc. Alors, évidemment, cet épisode n'est pas évidemment sponsorisé ou quoi que ce soit, bien entendu. Mais voilà, c'est aussi un partage d'expérience. Et comme tu le disais dans l'intro, c'est prendre un petit peu des définitions un petit peu strictes de comment ça se passe pour un petit peu rendre ça accessible à tout le monde, ce qui est finalement le but de notre podcast. Exactement. Le but, c'est de vulgariser, d'expliquer, et puis si les gens peuvent être amenés à donner, c'est encore mieux. Moi, je t'avoue pourquoi ça m'a parlé, un petit préambule, je serai pas très long. C'est Mhm. que ma compagne est receveuse universelle. Je t'avais dit l'inverse hier, et donc souvent on en parle, mais honnêtement, à chaque fois qu'on en parle, je suis un peu dans le flou. Tu sais, sur comment ça fonctionne, pourquoi elle peut recevoir de tout le monde ou quelqu'un peut donner de tout le monde, j'avais aucune idée. Et donc quand tu m'as proposé cet épisode, je me suis dit banco, allons-y. Et j'avais une idée reçue d'ailleurs sur les donneurs universels. On va Ok, bien entendu revenir sur tous ces sujets et essayer, sachant que je suis assez nul en biologie. Donc si moi j'ai compris et si j'arrive à l'expliquer, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Si par contre on dit une grosse connerie et qu'on a un biologiste ou une biologiste, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais bon, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes préparations. ok, Euh, Commençons par le commencement. Bah déjà, qu'est-ce que c'est le don du sang et pourquoi est-ce que c'est important de donner son sang? Donc, le don du sang, évidemment, c'est un geste solidaire et vital qui consiste donc à donner volontairement une partie de son sang pour aider, évidemment, les personnes malades. sûr. Donc, ça permet plusieurs choses. Ça permet, eh ben, tout simplement, si je puis dire, de sauver des vies. C'est-à-dire que chaque jour, il y a de nombreux malades qui ont besoin de transfusions sanguines pour vivre. Alors, quand on dit une transfusion, c'est d'injecter en fait dans le corps un autre sang pour pouvoir à ce moment-là filtrer ensuite par le biais d'une machine, hein, s'il y a une maladie du sang ou ce genre de Ouais, choses. ouais. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai mon oncle qui a été concerné il y a quelques mois de ça. D'ailleurs, soudainement, il ne se sentait pas bien. Ils ont dû lui faire une transfusion sanguine. Donc, s'il n'y a pas de D'accord. don du sang, on ne peut pas faire de transfusion. C'est aussi simple que ça. Ouais, on peut sauver des vies. Et c'est vrai que tu t'imagines quand même les progrès de la médecine pour se dire j'arrive à injecter du sang de quelqu'un d'autre que je filtre pour sauver la vie de quelqu'un. Moi, je Et trouve ça je vais y incroyable. revenir ouais, et je vais y revenir à la fin où j'ai préparé une partie un petit peu historique et on va voir que le don du sang, c'est pas si ancien que ça et que oui, il y a eu quelques gros soucis au départ, mais j'y reviendrai. D'accord. Donc là, ça Également, permet de sauver des vies. Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que ça peut non, non, aider pour vas-y. autre chose? Alors, ça peut aider aussi à la recherche. En fait, il y a une partie du sang qui est prélevé, qui est utilisée pour la recherche médicale. Parce que Ok, pareil, ben, si on n'a pas de sang, on ne peut pas faire de recherche dessus. C'est aussi bête que ça. bien sûr. Euh, Également, et c'est quelque chose d'extrêmement important, ça permet de renouveler le stock. J'y reviendrai aussi avec des chiffres précis, mais il faut savoir que déjà, les produits sanguins ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire que quand on donne son sang,
il ne peut pas être utilisé 2 ans après. Il y a une espèce de date de péremption par rapport au prélèvement. Et de toute façon, on y reviendra. Mais entre les besoins et ce qui est proposé, de toute façon, les stocks sont souvent limités, voire en pénurie. Il y a souvent des alertes. Il y en a d'ailleurs une en cours au moment où on se parle. Donc, ça permet tout ça, sachant que du coup, le don du sang, c'est simple et rapide. Ça ne prend qu'environ 1 heure, tout compris. On y reviendra sur les étapes. Et Ouais. chose très importante, et j'espère que ça ne changera jamais, c'est que, par définition, comme c'est un don, ça veut dire que euh, n'importe qui, j'y reviendrai également, mais en gros, n'importe qui peut donner. Et comme on donne, ça veut dire qu'évidemment, ce n'est pas rémunéré. Et j'ose espérer que ça ne sera jamais rémunéré. Non, il y a souvent, tu sais, un petit casse-croûte, un petit déj derrière pour redonner quelques forces parce que ça fatigue. Moi, le don du sang, je l'avais fait plusieurs fois, effectivement. Absolument. La question de renouveler le stock, je t'avoue que alors, j'ai vu que tu l'avais noté dans le conducteur, mais c'est une des premières questions que je me suis posée. C'est-à-dire de ce sang-là, je me suis douté qu'il y avait une durée limitée, mais je me suis dit, tiens, est-ce que c'est le cas? Combien de temps? Et dans quelle mesure c'est conservé? Alors oui, au frais, mais tu vois, toute cette gestion et cette logistique, je trouve ça super passionnant et super intéressant de voir comment tout est goupillé pour que bah, chacun puisse, en tant que malade, donner et puis recevoir s'il y a besoin. Alors, je ne me suis pas focusé effectivement sur cette partie du stockage et on va dire, de la logistique associée. Potentiellement, Ouais. ça pourrait être un autre épisode, voire idéalement, et je lance un message, s'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine, ça serait passionnant de pouvoir en faire une interview. Donc, faites-nous signe, suivez-nous jusqu'au bout, vous aurez toutes les informations pour nous suivre. Ouais. Heu, mais effectivement, oui, il y a aussi tout un côté, logistique derrière, avec j'imagine une base centralisée pour savoir, bah, quelle quantité il y a à quel endroit et cetera. Donc voilà, c'est toute une organisation par définition derrière. Beaucoup, beaucoup de questions. Et donc là, concrètement, donc là, on dit voilà, qu'est-ce que le don du sang? Pourquoi donner son sang? Les gens viennent et donnent et c'est parfait. Mais à quoi ça sert exactement le don du sang? Alors ça, en fait, c'est une bonne question et je me rendais pas compte avant de préparer l'épisode. Mais en fait, donc le sang, il est récolté et utilisé du coup pour fabriquer différents produits sanguins. En l'occurrence, il y en a principalement 3 et que je connaissais de nom, mais sans forcément savoir à quoi ça correspondait. Mhm. Le premier, c'est les fameux globules rouges. Ouais, dont Donc on a tous entendu parler à un moment ou à un autre. voilà, et si je te demande à quoi servent les globules rouges, pour autant, est-ce que tu arrives à répondre Honnêtement, sans non. regarder le conducteur? Non, 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 non. Mais sans regarder le conducteur, je serais pas capable de te le dire. Et sachant que les globules rouges, ils sont extrêmement importants, puisque, j'ai envie de dire tout simplement, c'est un bien grand terme, mais ils servent à transporter l'oxygène des poumons vers toutes les cellules de notre corps et à éliminer le dioxyde de carbone. Donc en fait, c'est les globules rouges qui vont schématiquement, avec leurs petites pattes, récupérer l'oxygène, être Ok, transporté donc du poumon vers un organe X, Y ou Z, hein, le foie, l'intestin, l'estomac, enfin, de toute façon tout dans le corps, et qui en gros, schématiquement, va faire un espèce d'échange en disant, OK, je te file un petit peu d'oxygène. D'ailleurs, tu as généré du dioxyde de carbone, du CO2, hein, et ben, je le récupère aussi et je repars avec ton dioxyde de carbone euh, pour qu'après, ce dioxyde de carbone soit traité et éliminé du corps par un autre processus. Donc ça, c'est les globules rouges qui sont en charge de cette activité. Autant dire que c'est extrêmement important dans le corps humain et que des personnes qui ont plus suffisamment de globules rouges, je te laisse imaginer les dégâts que ça peut générer. ouais, donc ils ont un vrai job. Là, ils sont pas au chômage, hein, les globules rouges, si je comprends bien ce que Ah, tu m'expliques. et ils sont par définition en CDI complet et non-stop, hein. C'est ça. Eux, ils Sans, sont pas aux sans, 35 heures et ils peuvent pas dire non, c'est bon, moi je m'arrête, hein. sans RTT, sans possibilité de grève. Et Que souvent, dalle. De on entend l'exploitation parler. totale. Ah oui, totalement, totalement. Mais ils sont là et ils font bien le job, tant mieux. Souvent, on entend parler des plaquettes, Thierry. Pareil, c'est un mot que je peux te citer dans le cadre du don du sang ou autre, mais je pourrais pas te dire à quoi ça sert. Eh ben, les plaquettes, en fait, ça permet de faire coaguler le sang et donc de stopper une hémorragie. Ça sert aussi à la cicatrisation. Donc, si tu te coupes, tu saignes.
Ouais. Et du coup, à un moment donné, tu vas cicatriser. En tout cas, espérons-le. Et si tu cicatrises pas, c'est que tu as vraiment un problème de circulation sanguine. Et ben, en fait, le processus qui permet de gérer du coup cette cicatrisation, c'est par le biais des plaquettes. Donc, à nouveau, si tu as un manque de plaquettes, eh ben, tu vas pas pouvoir cicatriser et donc tu peux arriver jusqu'à l'hémorragie. Ok. Ah oui, donc c'est tout aussi important quoi qu'il arrive. C'est un vrai travail en équipe, tout ça. Complètement. Et il reste un troisième équipier, coéquipier qui correspond au plasma. Ça également, on en entend régulièrement parler. On parle de don de plasma. Et en fait, le plasma, bah, comme on disait, donc, on parle d'aller envoyer de l'oxygène, récupérer du dioxyde de carbone. On a parlé de faire coaguler, mais encore faut-il, du coup, ça circule. Parce que si le sang peut plus circuler parce qu'il est trop compact, bah, ça pose également un souci. Et en fait, donc, le plasma, c'est ça, c'est la partie liquide de notre sang. Il est composé donc des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes, et assure, donc, comme je disais, la circulation. C'est là aussi où s'il y a un problème de plasma, bah, ça peut faire coaguler le sang et donc générer des caillots. Malheureusement, je suis bien placé pour connaître cette problématique puisque j'ai eu ce type de souci de santé il y a une vingtaine d'années et c'est pas sympa du tout. Le cœur est pas fait pour que ça circule pas. D'accord. Ouais, donc tu étais vraiment bien placé pour savoir effectivement de l'importance de tout cette mécanique, cette machinerie. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais donc effectivement du don du sang, un peu du déroulement. Comment ça se déroule un don du sang? Si quelqu'un là aujourd'hui n'a jamais donné son sang et se dit j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui. Alors le don du sang, déjà, alors en tout cas chez moi, mais je suppose un petit peu partout, il y a régulièrement des affiches, des pancartes dans les rues qui va dire, don du sang tel et tel jour à tel et tel endroit. Généralement, c'est dans une salle qui peut faire office de salle de fête, une salle de sport et cetera. Et donc, bah, tu disais, toi, tu as déjà donné ton sang, donc je pense que tu vas me confirmer les 3 étapes ou même tu vas me les décrire. Quelles sont les 3 étapes du coup? Bah, déjà, il fallait effectivement trouver le lieu. Moi, je sais que dans un premier temps, tu avais un médecin ou une infirmière de mémoire qui te posait pas mal de questions hein, par rapport à ton mode de vie et par rapport à ton sang, ton fonctionnement, éventuellement si tu as eu des maladies récemment ou autres. Après, tu avais la Mmh. partie prélèvement. Donc là, tu étais dans une petite pièce. Alors, je serais incapable de te dire la quantité de sang qui est prélevée sans regarder le conducteur. Honnêtement, je sais que ça, je ne le sais pas. Et puis après, tu sors, tu as un jus d'orange, petit café, une petite viennoiserie, parce que ça fatigue. Voilà, tu donnes quand même une partie de ton sang. Et derrière, effectivement, tu te requinques un peu. Et puis après, je crois que dans mes souvenirs, ils analysent un peu ton sang quelques jours après. Ils sont amenés à te contacter éventuellement s'il y a le moindre souci. Peut-être que je me trompe. Non, ça n'a jamais été le cas pour moi. Et derrière, effectivement, le sang est envoyé pour pouvoir aider d'autres personnes. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, exactement. Et moi, en l'occurrence, partage d'expérience, c'est dans le cadre de l'entretien préalable que j'ai fait. Donc, comme tu disais, il te demande tes antécédents médicaux, il te demande si, par exemple, moi, ils m'ont posé, enfin, moi, comme tout le monde, ils ont posé la question par rapport aux relations sexuelles. Si tu avais eu des relations non protégées avec une personne, tu n'as pas fréquemment des relations, bah, évidemment, par rapport au MST. Parce que ça serait Mhm. quand même Ben dommage de ouais, donner son sang et de refiler une InvestR en même temps. ouais, on va éviter quand Faut y même, penser. c'est clair. Des questions aussi, bah, si tu t'es drogué, par exemple. Alors c'est des choses qui peuvent paraître surprenantes sur le coup et évidemment ça rentre dans l'intimité la plus profonde, mais il faut bien se dire à nouveau que l'objectif c'est que ce sang, on va pas jouer avec, on va le réinjecter dans le corps de quelqu'un. Donc vu que dans l'objectif c'est de le soigner, il n'est pas question de le soigner d'un côté pour ensuite, bah, lui refiler d'autres maladies. Notre génération se souvient du scandale du sang contaminé. C'est Ouais, pas pour rien qu'on a mis en place toutes ces préparations. Heu, le prélèvement, j'ai pas regardé la quantité, mais de tête, je crois que c'est dans les 400 millilitres, quelque chose comme ça, sachant qu'on a, 6 à 7 litres de sang dans le cœur. Donc l'objectif, c'est ok. pas non plus de te Ouais, pomper, tout ton sang. Par contre, comme tu disais, c'est fatigant parce que justement, ben, on expliquait auparavant à quoi sert le sang, sauf que du coup, bah, s'il y a moins de sang, il y a moins de débit
S'il y a moins de débit, eh ben forcément, il faut que le corps débite encore plus, produise encore plus, donc c'est fatigant. C'est pour ça qu'après le don, il y a, comme tu disais, la collation. On te donne déjà à manger bah, pour régénérer la production, on va dire, du sang. Et puis également pour vérifier bah, s'il n'y a pas de contre-coup. J'ai mon père qui a participé à des campagnes de don du sang. Il a déjà vu des personnes, avant potentiellement du fait du stress ou éventuellement après le don du sang, qui font des malaises. Il n'y a rien de bien grave, mais c'est simplement une grosse fatigue. Donc, on te met effectivement dans un endroit calme, souvent avec un petit peu de musique, une ambiance très, très sympathique, où tu sens que les gens sont vraiment à l'écoute. Et puis après, ben, tu repars comme si de rien n'était. Et voilà, tu as fait ton don du sang. Et après, il n'y a pas de conséquences pour le lendemain ou bien comme ça, hein, parce que le corps Ouais, régénère quand même extrêmement vite. c'est ça. Donc voilà, mais à court terme, il faut faire Oui. attention. C'est ça, éviter de faire une séance de sport un peu intense juste après avoir donné son sang, ça c'est ce qu'il préconise. Mais par contre, après, vous pouvez reprendre une vie totalement normale, mais le sentiment d'un devoir accompli. Et ça, c'est une bonne chose. Exactement. Je me posais la question, Thierry, parce que en préambule, j'ai parlé effectivement de ma compagne, receveur, tout ça. Il y a quand même différents groupes sanguins. Moi, je sais que je suis A+. Je pense que ça doit être le plus fréquent de mémoire. Mais est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu des donneurs, des différents groupes? Ça, c'est important, c'est intéressant. Oui, alors juste avant ça, pour finir par rapport au don du sang, je vais juste rappeler deux petites choses. Ouais, Le fait de la question de qui peut donner son sang. Donc en fait, en principe, toute personne en bonne santé âgée de 18 à 65 ans peut donner son sang. Il faut savoir aussi qu'il y a un poids minimum à avoir, qui est de 50 kilos. Pareil, parce que par rapport à la corpulence, il y a une certaine quantité de sang. Tout le monde n'a pas la même quantité de sang. Et donc, il ne faudrait pas qu'ensuite le don devienne dangereux pour la personne qui donne. bien C'est pour sûr. ça que les moins de 50 kilos ne peuvent pas donner. Je savais pas ça. Euh, et il existe bah, quelques contre-indications comme les maladies infectieuses, certaines opérations chirurgicales récentes. Voilà, c'est de ça dont j'ai été victime, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc c'est à chaque fois, en médecine, ils aiment bien parler de balance bénéfice-risque. Ben, quand tu donnes le sang, il ne faut pas non plus que ça t'impacte personnellement et il ne faut pas que ça impacte les personnes qui vont recevoir. Donc c'est pour ça qu'il y a ces questionnaires et potentiellement le fait d'être, j'ai envie de dire, entre guillemets, recalé. Et puis, donc on parlait du don du sang et de l'endroit. Donc en fait, on peut donner son sang dans un établissement de transfusion sanguine. Et pour trouver le centre le plus proche de chez vous, le plus simple, c'est encore de consulter le site internet de l'Établissement français du sang, donc l'EFS, et où là, vous avez toutes les coordonnées. Maintenant, à titre personnel, comme je disais, je vois souvent des affiches, je pense que c'est pareil un petit peu partout. On en entend parler à la radio, et j'ai envie de dire malheureusement pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourtant, sur le coup là, ils porteraient bien leur nom. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc Non, mais c'est important tout ce que tu donnes comme information parce que ça peut permettre à des gens de se dire, OK, je sais comment ça fonctionne, je sais comment pouvoir le donner. Et ça, c'est une vraie bonne chose. Voilà, donc après tu posais la question effectivement du groupe sanguin et du résus, donc on en revient on va dire à la deuxième partie de cet épisode. Heu, donc en quelques mots, le groupe sanguin et le résus, c'est finalement un peu comme une espèce de carte d'identité. C'est donc un code unique lié au sang et ce code est déterminé par la présence ou l'absence de certaines molécules qu'on appelle des antigènes à la surface des globules rouges. Donc les globules rouges, on en a parlé juste avant. Et donc, il existe 4 groupes sanguins principaux. Il y a les personnes de groupe A, les OK, personnes de groupe B, les personnes de groupe AB et les personnes de groupe O. OK. Donc, ouais, Donc donc il y en 4 a groupes quatre. A, OK. B, AB, O. AB, je m'en souvenais pas, tu vois, par exemple. Et on reviendra après au niveau des chiffres pour se donner un petit peu une tendance au niveau de la France. Donc ça, c'est la première partie. J'ai commencé à regarder un peu les différences entre les groupes. Honnêtement, ça devient technique. Je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais bon, sachez donc A, B, AB et O. Généralement, je pense que tout le monde connaît son groupe sanguin. Et sinon, via une simple prise de sang,
on peut à ce moment-là obtenir sa carte de groupe sanguin. On va y revenir après, c'est extrêmement important de le connaître, ne serait-ce si on doit recevoir du sang. Ah bah ouais, Et c'est donc, intéressant. oui, tu disais? Non, non, je disais c'est important si tu dois avoir une transfusion sanguine, c'est important de le savoir. De toute façon, ils peuvent pas le faire s'ils n'ont pas l'information. Donc, Exactement, oui et non, on va y revenir justement dans ah, quelques minutes. Et il y a ensuite le facteur rhésus, qui est une autre protéine présente à la surface des globules rouges. Si cette protéine elle est présente, pardon, à ce moment-là, le sang, il est de rhésus positif, et si elle est ok. absente, donc elle est de rhésus négatif. Et c'est pour ça que du coup, on dit qu'on est O positif, O négatif, A positif, A négatif, etc., etc. Donc il y a deux critères à prendre en compte. Et donc quand on parle de son groupe sanguin, il faut parler du groupe et du rhésus pour vraiment savoir à ce moment-là enfin, quel type de sang on a. C'est sympa parce que tu as Toi, si je réussi te à demande, bien. du coup, tu connais ton groupe sanguin, je suppose. Moi, je suis A+. Tu es A+, moi je suis O+. Ah ouais. Et Et donc, justement, petite anecdote, ma grand-mère maternelle ne disait pas O, mais considérait que c'était un zéro. Et donc, elle avait tendance à dire, ah ben, tu es zéro positif. Où je disais, non, faut pas mélanger, c'est O positif. ouais, ouais, Zéro j'ai un peu de positif, c'est un petit peu positif. autre chose. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, c'est super intéressant. Donc, moi, je suis A+. D'après ce que j'ai compris, c'est quand même un des groupes sanguins les plus connus, on va dire, les principaux. Toi, tu es O. Donc, O négatif. Il y a du O négatif, O positif. Le O, c'est un donneur ou un receveur un peu particulier, normalement. Si tu peux m'en parler un petit peu plus. Alors en fait, les personnes du groupe O négatif sont considérées comme des donneurs universels, parce que leur Ok, sang, du coup, ne contient aucun antigène et peut d'accord. donc être donné à n'importe quel receveur. Ouais, des Donc, super-héros. d'une certaine manière, même s'ils ont pas choisi, mais ça veut dire, si quand vous nous écoutez, donc posez-vous la question, allez vérifier éventuellement dans votre carnet de santé si besoin, et si vous êtes de groupe O négatif, dites-vous que vous avez d'une certaine manière une espèce de super pouvoir, parce que ça veut dire que votre sang, il peut être donné à n'importe qui, il ne pourra pas être rejeté. Ça, c'est À magnifique. l'inverse, La nature est bien faite, hein. à l'inverse, les gens qui sont du groupe AB positif, donc comme on avait dit groupe O, A, B et AB. Donc les AB positifs, eux, à l'inverse, c'est des receveurs universels. Donc ils peuvent recevoir du sang de n'importe qui. Dans ce cas-là, d'une certaine manière, considérez-vous chanceux parce que ça veut dire que vous, peu importe qui donne son sang, dans tous les cas, vous pouvez le recevoir. Et après, bah, alors après, c'est plus ou moins complexe. Il y a des espèces de matrices de compatibilité, etc. Je rentre pas dans le détail. Honnêtement, j'ai même pas regardé parce qu'après ça devient compliqué. Mais voilà, s'il y a une chose à retenir, O négatif, donneur universel, AB positif, receveur universel. Ok, bah ça, AB positif, je n'avais aucune idée que c'était des receveurs universels. Moi, je pensais que tout était dû au groupe O, tu vois. Donc, Et j'apprends ben quelque moi chose. aussi, on pensait, mon épouse aussi, on pensait que c'était les O positifs qui étaient receveurs universels, et non, c'est une idée reçue, c'est les AB positifs. Donc bon, après, en sachant que vous donnez l'information, de toute façon, c'est pas vous qui décrétez si vous êtes donneur universel, receveur universel, et heureusement, mais c'est quand même toujours important de le savoir. Et du coup, connaître son groupe sanguin et son résus, c'est essentiel pour plusieurs raisons, et certaines dont je me doutais pas. Euh, il y a évidemment, comme on disait, transfusion sanguine. Il est impératif du coup de transfuser du sang compatible pour éviter des réactions immunitaires graves, parce que sinon ça peut être assimilable à l'empoisonnement. Comme on disait, c'est également important pour la recherche médicale, parce que du coup les études épidémiologiques, elles utilisent souvent le groupe sanguin comme facteur de risque pour certaines maladies. On entend hein, des Mhm. fois qu'il y avait eu le cas par exemple avec le Covid, où il y avait eu des études pour voir si
les gens de certains groupes étaient éventuellement plus porteurs ou bien comme ça. À ma connaissance, ça n'avait rien donné, mais on a vu des fois des cas. Et je ne pensais pas, et tu dis la nature est bien faite, bah oui, ou des fois pas tout à fait, euh, dans le cas de la grossesse. C'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir une incompatibilité rhésus entre la mère et l'enfant, ce qui peut entraîner du coup des complications lors de la grossesse et de l'accouchement. En fait, je pensais que l'enfant est hérité du groupe sanguin de la mère et ou du père, et en fait pas forcément. Donc par rapport à Ah, ce qu'on disait, on peut avoir, parce que finalement la mère, quelque part, fait un don du sang au fœtus, par ouais, définition, parce ouais. il est alimenté par sa mère. Or, si du coup, alors les enfants qui sont du coup AB, bon bah eux, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont receveurs universels, donc peu importe le groupe sanguin de la mère, ça pose pas de souci. Inversement, si la mère elle est O négative, du coup, comme elle est donneuse universelle, ça pose pas de souci. Et si par exemple la mère elle est AB et l'enfant est O négatif, c'est potentiellement pas compatible et donc bah, ça peut générer des gros problèmes au niveau du fœtus et donc, je ne me suis pas renseigné, mais j'imagine que dans ce cas-là, bah, il y a des traitements spécifiques qui existent, etc. C'est quelque chose qui évidemment est connu et contrôlé. Mais donc, c'est pour ça que forcément, quand une dame est enceinte, une des premières choses, c'est de vérifier son groupe sanguin pour justement pouvoir à ce moment-là anticiper des potentiels risques pour la mère et pour l'enfant. Ça serait quand même dommage que les deux se contaminent. Ben, tu vois, j'apprends beaucoup de choses. J'avais pas idée. Un peu comme toi, je me disais que il devait y avoir au moins le même groupe sanguin ou quelque chose qui pouvait être compatible. Et j'apprends que ça n'est pas forcément le cas. Et donc, bah, ça démontre tout le travail en amont qui doit être fait, la surveillance, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et justement, on va parler un peu d'histoire. D'habitude, on commence notre épisode par une phase historique. Là, on va aller maintenant dans l'histoire. On en est arrivé là avec tout ce que tu nous as décrit, Thierry. Mais comment on en est arrivé là pour comprendre tout ça? En fait, il y a eu deux grosses étapes, et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que pour une fois on met l'histoire à la fin et pas au début. On a assez vite compris l'importance du sang, et donc le fait, bah, quand une personne, admettons, perdait son sang, qu'il fallait lui réinjecter du sang. Et forcément, bah, le premier réflexe, c'est de se dire, on va utiliser le sang animal. Donc, les premières transfusions sanguines, bah, elles étaient réalisées avec du sang animal, souvent avec du coup des résultats désastreux. Et à tel point qu'en France, au XVIIe siècle, la transfusion sanguine a carrément été interdite parce que les accidents étaient fréquents et il a fallu attendre plusieurs siècles pour que les techniques s'améliorent. Ah, fallait le Donc vouloir. au niveau Maintenant, des c'est vrai progrès que ça nous, médicaux, on n'y était clairement pas. bah, ça nous paraît un peu comme ça alambiqué de mettre avec du sang animal, parce qu'on voit ça avec le recul que nous avons aujourd'hui. Mais à l'époque, effectivement, il n'y avait pas forcément peut-être d'autres solutions, mais ça devait être totalement désastreux, ça je suis d'accord avec toi. Donc au final, ils se sont dit, ça marche pas, on annule la transfusion sanguine, mais il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui s'est dit, on va peut-être découvrir les groupes sanguins, ça va peut-être nous aider. En tout cas, il y a eu une découverte par Karl Landsteiner, qui est donc un médecin autrichien qui en 1901, donc c'est pas si vieux, hein, moi j'aime bien toujours regarder et me dire ça fait 124 ans, 2025, donc 124 ans, c'est loin et proche à la fois, qui a fait donc une découverte qui est absolument révolutionnaire du coup pour l'époque, qui est donc l'existence des groupes sanguins, donc qu'on appelle le système ABO, donc comme on a dit A, B, AB et O. Et du coup, bah, cette découverte a permis de comprendre pourquoi certaines transfusions étaient compatibles et d'autres ne l'étaient pas. Et du coup, ça a ouvert la voie à des transfusions sanguines sûres, comme on a expliqué précédemment. Donc ça a quand même été une des grosses découvertes qui a pu y avoir. Et puis du coup, bah, on arrive au don du sang aujourd'hui, donc avec bah, la technologie qui est du coup au service du don, les méthodes de collecte et de conservation du sang ont considérablement évolué grâce aux progrès technologiques, hein. Tu parlais des frigos où c'est stocké, je pense que pareil, au départ, bah, et en même temps, on peut se dire, enfin moi j'aurais tendance à me dire, bah, le sang il est dans le corps il est à 37 degrés, donc on essaye de le conserver à 37 degrés. Je ne suis pas du tout convaincu que mon approche est la meilleure. Et puis du coup, ben,
la sensibilisation, puisque du coup, il y a eu de nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont été organisées chaque année pour encourager du coup le don du sang et informer le public sur son importance. Je dois avouer que je trouve dommage qu'au niveau au niveau du public, je trouve qu'on fasse moins de sensibilisation. On n'entend plus beaucoup parler à la télé ou à la radio. Mm. Et c'est bien dommage parce que du coup, je pars du principe que si on ne le dit pas, les gens du coup peuvent pas savoir que le don du sang est important. Exactement. C'est vrai que malheureusement, il faudrait qu'on en parle plus, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de dons. On n'a jamais, je pense, assez de sang, même s'il y a des durées limitées. Le but aussi du podcast, c'est de vous faire donner l'envie d'y aller, d'apporter votre pierre à l'édifice. Est-ce que tu as fini, en tout cas pour les différentes recherches, est-ce qu'on peut basculer sur la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Alors, anecdote sur le coup là, il n'y en aura pas pour une fois Ok, parce que ça, on a fait quelques épisodes où il n'y avait pas d'anecdote parce que c'est compliqué de donner des anecdotes. Maintenant, quelque part assimilable aux anecdotes, je voulais juste terminer avec quelques chiffres pour se ok, rendre compte. À savoir que, j'ai envie de dire, malgré tout, par jour, il y a 10 000 dons. C'est quand même un chiffre qui est assez important aussi. Donc, pour répondre aux besoins des patients, l'établissement français du sang a besoin de collecter environ 10 000 dons pardon, de sang par jour. Donc, en moyenne, c'est le cas, et c'est souvent très, très risqué. Et en particulier, ça en parle souvent sur l'été pour des problèmes géographiques. C'est-à-dire que là, on est actuellement mi-janvier, les gens sont généralement chez eux, dans leur région, donc c'est équilibré au sein de la France. Mais du coup, en été, les gens bougent, tu pars en vacances, je pars en vacances. Donc tu as des zones qui sont beaucoup plus dépeuplées et des zones qui sont surpeuplées. Et donc ouais, s'il n'y a pas plus de dons du sang à ce moment-là, ben, ouais. en tout cas dans les régions en question, je pense typiquement au sud de la France, du coup, entre l'offre et la demande, ça ne s'équilibre plus et donc il y a un manque de sang et c'est pour ça que souvent, il y a des appels qui sont faits. Ok, ouais, c'est pas bête. J'y avais pas pensé, mais oui, c'est pas bête. Ok, donc 10 000 dons par jour. Ok, par an, ça représente combien à peu près? Donc du coup, ça représente à peu près 3 millions de dons de sang effectués chaque année en France et il y a environ 1,6 million de donneurs. Donc il y a environ 1,6 million de personnes qui donnent leur sang chaque année, en sachant que j'ai regardé un petit peu au niveau de la fréquence, donc la fréquence moyenne, bon là le calcul est vite fait, hein. S'il y a 3 millions de dons, il y a 1,6 million de donneurs, donc ça fait une moyenne de 2 dons par donneur, en sachant que pour autant, au niveau de la fréquence des dons, c'est réglementé. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, à nouveau pour des raisons de santé. Ouais, Donc les hommes, enfin les personnes de sexe masculin, c'est 6 dons par an maximum. Pour d'accord. les femmes, c'est 4 dons par an maximum. Alors la différence, c'est pas lié à du sexisme ou quoi que ce soit, c'est pas lié au fait que le sang des femmes est moins important ou ce genre de choses. Non, c'est tout simplement pour des raisons morphologiques. Généralement, l'homme est plus grand, plus costaud et a potentiellement plus de sang dans le corps par rapport aux femmes. Et c'est pour ça que du coup, la fréquence des dons pour les femmes est inférieure par rapport à ce que les hommes peuvent donner. C'est juste biologique, hein. Il n'y a pas de sexisme D'accord. ou quoi Oui, que ce non, bah soit. ça, je m'en doute. Là, on est dans un débat où de toute façon, on n'est que dans de l'utilité publique. Donc, Voilà, mais je préfère toujours le préciser, on tu as on ne bien sait jamais. raison, Thierry, tu as bien raison. Et Non. il y a également les délais entre 2 dons, comme on l'a dit, hein, ça reste quand même un acte qui est pas naturel en tant que tel. C'est-à-dire que le corps humain n'est pas construit pour lui enlever régulièrement une partie du sang, même s'il le gère bien. Mais donc, après différentes études, et cetera, il y a des délais entre 2 dons qui sont de 8 semaines minimum, donc Ok, environ 2 mois. ok, Donc c'est pour ça que tu comptes 2 mois entre chaque don. 12 mois dans l'année. C'est pour ça que pour les hommes, on arrive à 6 dons par an maximum. Bon, sachant que je pense que ceux qui font 6 dons par an, il y a un côté assez exceptionnel. Maintenant, c'est pas non plus un concours. Et si des personnes, après cet épisode, se disent, allez, je vais faire un don du sang, mais par contre, je veux n'en faire qu'un, eh ben, c'est déjà très bien. Ce qui est donné est donné. Et dans tous les cas, c'est méritoire.
Et moi, malheureusement, je peux pas. Ça m'ennuie à titre personnel, mais voilà, c'est la vie. Donnez à ma place. Eh ben, écoute, moi, je t'avoue que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors, je l'ai fait plusieurs fois, hein, donc j'ai quand même joué le jeu, mais ça fait quand même quelques années que je l'ai pas fait. Donc, je m'engage là, dans cet épisode, dans les prochains mois, à le faire, et on le dira. Voilà, on va essayer de dire, je l'ai fait. À vous, ce serait bien qu'on arrive effectivement à faire en sorte de donner au moins une fois par an, ou quelqu'un qui n'a jamais donné, en tout cas qui tente. Mais je pense que c'est un mot parfait pour la fin, Thierry. Et ben voilà. Merci Sylvain en tout cas pour les échanges. Épisode, je pense un petit peu long, mais ça valait le coup de détailler. Et puis on se retrouve à ce moment-là pour après le générique pour savoir comment nous retrouver. Exactement. C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi après ce bel épisode, en tout cas fait par Thierry et je le remercie. On peut le retrouver, on peut retrouver au fait c'est quoi sur X, anciennement Twitter, géré justement par Thierry. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que fait Sylvain dans cette émission? Thierry fait tout. Vous n'avez pas tort, en tout cas, il bosse beaucoup pour tous les réseaux, faire connaître le podcast et vous donner pas mal d'informations assez sympathiques. À toi Thierry. Merci Sylvain. Et puis effectivement, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr pour du coup retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Normalement, on est sur à peu près toutes les plateformes, y compris YouTube. On a une chaîne YouTube et vous avez le lien sur notre site internet, le lien vers notre compte X, anciennement Twitter. J'en profite dans cet épisode pour annoncer, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça existait, on avait désactivé pour différentes raisons. On a décidé de relancer une page Facebook. Donc vous nous retrouvez également sur Facebook avec le user au fait c'est quoi, donc facebook.com slash au fait pardon, facebook.com slash au fait c'est quoi, et donc vous arrivez directement sur notre page. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, enfin tout ce qui se fait bien sur les réseaux sociaux, nous mettre des commentaires, on essaie de regarder régulièrement. Et puis enfin, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et depuis quelque temps, on essaye aussi de mettre des liens vers d'autres épisodes. Ce ne sera pas forcément le cas pour celui-ci. Euh, mais à force de faire des épisodes, ben, un épisode parle d'un autre. Et donc à ce moment-là, on met le lien. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus pour arriver sur notre site, à la page qui va bien et pour pouvoir directement réécouter notre épisode. Exactement. Passez un bon week-end, semaine, matin ou soirée. Donnez votre sang, c'est important. Et à plus dans le bus. À bientôt, salut!